Oui, vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble, et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagnie de la sorte. Et il ne viendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis pas personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je n'y suis pas si hardi. Vous l'êtes, que je crois, contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je ne m'y fie encore que la bonne sorte, et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur en jouer et sans cesse je ris, mais tout en riant, je suis sérieux sur certains chapitres. Et ton maître s'amusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. C'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur, et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Nous trouverons un moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage, au moins, que vous savez de qui vous êtes né, et que la pluie de vos parents, que vous pouvez faire connaître, est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais, pour moi, je ne rencontre aucun secours dans ce que je puis être, et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que les biens. Mais aussi avez-vous cet avantage, que l'on ne tente point par notre parti celui que vous aimez. Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Et ce que je vois de plus redoutable dans cette sorte d'affaire, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tout le mérite ne sert à rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce récit, qu'on m'a dit qu'il est si plaisant le stratagème dont tu t'es avisé pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte, et que je le paie assez bien par la joie qu'on lui voit prendre. Voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi, de gaieté de cœur, veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit, tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? De quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que, sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, c'est au dépend de mon dos, et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules, et tu en disposeras comme il te plaira. Ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté, et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément on m'ait mis en état de me trahir moi-même, et de découvrir les secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? Alors que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui, Et qui? le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et, dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles.
J'ai vu même de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ceux qu'ils trouvent, et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas ni à droite, ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Je ne sais pas, monsieur, et voici une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête, et... Attendez. Eh? Non, 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 ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Hé, Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne me saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cette ici, quand je l'aurai un peu usé. Attendez. Voici une affaire que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Ah! Non, 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 ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans, et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos, comme un paquet de quelque sorte, et je vous porterai ainsi, au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où, quand nous y serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me payeras l'imposture. Eh? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond, et surtout, prenez garde de ne vous point montrer et de ne branler pas. Quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ces gérontes, et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est. Ne branlez pas. Calédis, je te trouverai ce qu'est-il au centre de la terre. Ne vous montrez pas. Oh! Le moussac! Monsieur? Je t'éveille à lui qui m'enseigne où peut être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte. Oui, mordi, je les cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour que l'affaire? Oui. Je veux, Calédis, le faire mourir sur les coups de bâton. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui s'est fait des Gérontes? Ce maraud, ce vélitre. Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni Fa, ni Maraud, ni Bélitre, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à émeute avec cette hauteur? Je défends, comme je dois, un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Oh, Calédis, tu es de ses amis à la bonne hure. Tiens, voilà que je t'éveille pour lui. Allez, tu vas pour lui. Monsieur, monsieur, tout beau, doucement. Va, porte tout ça de me père. Diable sur le gascon. Scapin, je n'en puis plus. Ah, monsieur, je suis tout moulu, et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? Sur les miennes qu'il a frappé. Nenni, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, et les sens bien encore. Non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Prenez garde, en voici un autre qui a la mine d'un étranger. Partir m'a courir comme une basque, et moi ne pauvre point trop faire de tout ce que les justiciables de Géronte. Cachez-vous bien. Dites-moi un peu frousse, mon sire l'homme, s'il ne plaise, faut savoir point où il est, si Géronte que moi chercher. Non, monsieur, je ne sais point où est Géronte. Dites-moi le fousse fraîchement, moi il vouloir pas grand chose à lui, les seulement pour lui donner une petite régale sur le dos, une douzaine de coups de baston et de 3 ou 4 petits coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Il me semble que j'ai fait remuer quelque chose dans les petits sacs. Pardonnez-moi, monsieur. Il y a vraiment quelque chose là-dedans? Point du tout, monsieur. Moi l'avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Ah, monsieur, gardez-vous-en bien. Montrez-moi un peu ce fou que j'ai là. Tout beau, monsieur. Tiens, tu vois. Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je le vouloir voir, moi.
Vous ne le verrez point. Aïe, que de bâtiments. Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-toi, Friedrich. Je n'en ferai rien. Toi, ne fais rien. Non. Moi, paillé de cette bastonne sur les épaules de toi. Je me moque de cela. À toi de faire le troll. Ah, Aïe, monsieur. Ah. jusqu'au foire, laisse là un petit leçon pour lui apprendre à toi à parler insolamente. Peste soit du baragouineux. Je suis roué. Je suis mort. Prenez garde. Voici une demi-douzaine de soldats tous ensemble. Allons, tâchons à trouver ce Géronte. Cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Courons toute la ville. N'oublions aucun lieu. Visitons tout. Furotons de tous les côtés. Par où irons-nous? Tournons par là. Non, par ici. À gauche, à droite. Ni, si fait. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Et, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est. Parle, hâte-toi, expédions, dépêche vite. Tôt. Et, messieurs, doucement. Si tu ne nous fais pas trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu. Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu veux en tâter. Voilà. Oh. Infâme! Traître! Seigneur! C'est ainsi que tu m'assassines. Je veux prendre un peu l'air. Tu me le paieras, je te jure. La plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela, et vous n'avez que faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Comment? Qui sont à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rironner? Cela ne vous regarde point, et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire, le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans les choses, mais je n'ai jamais trouvé rien d'aussi drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent? Oui, pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous dire l'affaire, et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose, à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. Le destin a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune, et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attacha à mes pas, et voilà d'abord, comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et il les trouva disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent, et un père qui, quoique riche, est un avaricieux, fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Ah, aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point?
Non. Il a son nom du ronde. Ronde. Non. J'ai honte. Oui, j'ai honte, justement. Voilà mon vilain. Je l'ai trouvé. C'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens veulent aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre, faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable. Et il mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin que tu es. Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je l'ai ri de tout mon cœur. Il est allé chercher ce chien là-bas et lui a dit qu'en se promenant sur le banc avec son fils, il avait vu une galère turque où on lui avait évité d'entrer, qu'un jeune turc leur avait donné la collation, et tandis qu'il mangeait, on avait mis la galère en mer, et que le turc l'avait renvoyé, lui seul, à terre dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger, s'il lui envoyait tout à l'heure 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain, dans ses furieuses angoisses, et la tendresse qu'il a pour son fils, fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre à lui faire trouver 100 moyens ridicules pour revoir son fils. Il veut envoyer la justice envers après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils, jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux habits qui ne valent pas 30. Le valet lui fit comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions, et à chaque réflexion douloureuse accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire à cette galère? Ah, maudite galère! Traître de Turc !» Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré, « Mais il me semble que vous ne riez pas de mon compte. Qu'en dites-vous » Je dis que le jeune homme est un bandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente, de dire des injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera par honte envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous échappez? Savez-vous bien que vous tenez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter, et je me suis adressé à lui-même sans y penser, et pour lui conter son histoire. Comment? Son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de leur dire. Mais qu'importe, tant pis pour lui. Je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni pis ni mieux. Vous avez grande envie de babiller, et c'est d'avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris cela à quelqu'un d'autre? Oh là, Sylvestre! Rentrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes donc accordé, coquin. Vous vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure? Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains, et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire, Pandar, nous verrons cette affaire, et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Ah, Seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le bandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Pandar de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me le paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire.
Plaise au ciel que dans tout ceci, je n'ai point ma part. Mais ce n'est pas encore tout, Seigneur Argante. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente et ne vous êtes pas donné la joie de la voir avec vous? J'ai eu mes raisons pour cela, et des intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais que vois-je? Ah, te voilà, nourrice. Ah, Seigneur Pandolfe, Appelle-moi Géronte, et ne te sers plus de ce nom. Les raisons, c'est ces qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous à Tarente. laisse que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille et sa mère? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée dans l'abandonnement où, faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh ciel! Quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est. Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant. Suivez-moi, Seigneur Argante. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante! Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables, et surtout le seigneur Géronte. Oh, cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Et ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi, les fils pourraient bien raccommoder avec les pères, et toi demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser leur courroux et... Retire-toi, les voilà qui sortent. Allons, ma fille, venez chez moi. Ah, ma joie était parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous. Voici Octave, tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel... Non, mon père! Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous. Et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je te veux dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. C'est elle. Non, monsieur. Je vous demande pardon. Mes résolutions sont prises. Écoutez, Non, tais-toi. Je n'écoute rien. ta femme... Non, vous dis-je. Mon père, je mourrai plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire. La voilà, c'est elle qui, ma foi, est engagée. Je l'aimerai toute ma vie, et je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Quel diable d'étourdi qui suit toujours sa pointe. Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé, et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi. Nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père, je vous demande par grâce que je ne sois point séparé de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt des 1000 sottises de moi-même? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous, et je ne vous connaissais que de réputation. Comment? Que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel, et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille inconnue qui fait le métier de coureuse? Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue, sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille, que ce sont eux qui l'y ont dérobée à l'âge de 4 ans, et voici un bracelet qu'ils m'ont donné, qui pourra nous aider à trouver ses parents. Hélas, avoir ce bracelet,
C'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, ce l'est, et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Oh, ciel! Quelle aventure extraordinaire! Ah, messieurs, il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre escapin. C'est un coquin que je vais faire pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Le voilà. Messieurs, vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Oui, monsieur, avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de vouloir me pardonner de tout ce que je puis vous avoir fait, et principalement le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton, que... Ne parle pas davantage. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton, que je... Laissons cela. J'ai, en mourant, une douleur inconcevable des coups de bâton, que... Mon Dieu, tais-toi. Les malheureux coups de bâton que je vous... Tais-toi, te dis-je. J'oublie tout. Hélas, quelle bonté! Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez ces coups de bâton que... Eh oui. Ne parlons plus de rien. Je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole. Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me dédie de ma parole, si tu réchappes. Voilà mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.